RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers partenaires, cher Dr Jean-Qui, président de la CGSS Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Chère Camille Elisabeth, vice-présidente de la région Guadeloupe. Chère Marie Edzol, chère Dr Edzol, représentante du conseil départemental et présidente de la commission santé. Chers invités, intervenants, participants, merci d'être là. J'ai le privilège de vous recevoir avec Laurent Brureau à l'Arawak pour la 3e édition du CEMACT Cancer de la prostate. Ma volonté en concevant le CEMACT était de proposer plus qu'un congrès de médecine, d'aller au-delà des conférences, un espace d'échange. Il s'agissait pour moi de concevoir un espace dans lequel on abordait la prise en charge globale sur une thématique spécifique avec une vision 360 degrés dédiée, dans le cas de cette manifestation, au cancer de la prostate. 4 rendez-vous, un rendez-vous consacré aux paramédicaux, 2 rendez-vous consacrés aux spécialistes et aux généralistes, et un rendez-vous à destination du grand public. Le CEMACT est un rendez-vous qui impose le mouvement. SEM pour séminaire, ACT pour action. On ne se contente pas uniquement de prendre de l'information, on se met en mouvement. On change. Interroger, améliorer la pratique à l'aune de ce qui se passe en fonction des nouvelles technologies, faire un point d'état de la prise en charge. C'est l'enjeu, c'est l'objectif du CEMACT. C'est aussi notre façon de lutter contre l'insularité de nos territoires en vous proposant un rendez-vous avec des spécialistes régionaux, nationaux et internationaux. Porté par l'association Caraïbes Destination, le CEMACT, organisé par Common Consult en partenariat avec Cari Bureau, en est à son 3e rendez-vous. Le premier était consacré aux pathologies, au cancer de la prostate, organisé par le docteur Laurent Brureau. Le deuxième, avec le professeur Eustache Jean-Qui sur les pathologies gynécologiques féminines en 2021. Et j'ai le privilège cette année d'organiser la 3e édition et le 2e rendez-vous sur le cancer de la prostate avec cette fois-ci le professeur Laurent Brureau. Vous avez vu, hein, ça a un peu changé. Donc on peut l'applaudir, on le remercie d'être à nos côtés, d'être co-organisateur du CEMACT cancer de la prostate. Vous aurez le privilège et le plaisir de l'entendre tout à l'heure, mais avant, je vais inviter Monsieur Dr Jean-Qui, président de la CGSS, à nous dire un mot de l'engagement de la sécurité sociale en faveur de ce rendez-vous. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous adresse un salut très fraternel, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers publics. Je vous remercie sincèrement de votre présence pour l'ouverture de cette journée destinée au public dans le cadre de ce séminaire crucial sur le cancer de la prostate. En tant que président du conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, mais aussi en tant que membre de la commission d'action sanitaire et sociale, je suis honoré de vous accueillir et de partager ce moment essentiel où nous unissons nos forces pour faire face à ce qui demeure l'une des principales préoccupations de la santé publique de notre époque. Les progrès réalisés
dans la lutte contre le cancer ont tendance à nous faire penser que tout est résolu dans ce domaine. En quelques décennies, le cancer de la prostate, comme d'autres types de cancers, est passé du statut du secret, de la honte, à celui de la maladie emblématique à combattre, faisant des sujets qui en sont atteints non plus des malades muselés et honteux, mais des valeureux combattants du XXIe siècle. Ce cancer qui frappe tant d'hommes dans le monde se discute, se fait entendre, fait parler de lui. Notre présence en témoigne. Il est mis en avant parfois même surexposé, comme le rappelle souvent Patrick Ben Soussam, éminent spécialiste des centres de lutte contre le cancer et ses interventions. Ainsi, a-t-on créé Octobre Rose, mois dédié au cancer du sein, suivi près par Novembre Bleu, consacré plus récemment au cancer de la prostate. La lutte contre le cancer de la prostate, il faut le rappeler, est une mission cruciale qui transcende les frontières de la santé individuelle pour devenir un enjeu de santé publique touchant des millions d'hommes à travers le monde. Nos pères, amis et collègues peuvent être touchés par cette maladie. Et il est de notre devoir de créer un environnement propice à la prévention et à la prise en charge efficace. La Guadeloupe, comme la Martinique, présente l'une des incidences les plus élevées au monde de cancer de la prostate. Il est même, chez nous, la pathologie tumorale la plus fréquente et la première cause de mortalité par cancer. Le taux d'incidence de plus du double de celui de la France hexagonale, ces données sont relativement inquiétantes. Dès lors, il est de notre responsabilité en tant qu'institution de sécurité sociale de nous engager activement dans la recherche et la prévention de cette maladie afin de garantir le bien-être de nos bénéficiaires et de la société dans son ensemble. C'est pourquoi la présence de la CGHS et des services au CEMAC Cancer de la prostate 2023 est si importante pour nous. Les travaux menés dans le cadre depuis vendredi sont l'occasion pour les spécialistes et généralistes de faire un point sur les traitements, la prise en charge et l'avancée des recherches, ainsi que des échanges de pratiques. Des avancées scientifiques ont régulièrement obtenu dans le traitement de l'espérance de vie des malades. Beaucoup reste, malgré tout, à faire pour éradiquer ce fléau et nous appuyons sur 3 piliers principaux. Tout d'abord, nous devons accroître la sensibilisation. Il est impératif que chacun d'entre nous comprenne l'importance des dépistages réguliers et des consultations médicales préventives. Nous devons briser le silence qui entoure encore parfois cette maladie et encourager un dialogue ouvert et franc entre les hommes, leurs proches et les professionnels de santé. La recherche est, parallèlement, la clé de la compréhension approfondie du cancer de la prostate, de ses causes et de ses traitements potentiels. En investissant dans des programmes de recherche novateurs, la Caisse générale de sécurité sociale contribue évidemment à l'avancement des connaissances médicales et à la découverte des solutions plus efficaces pour prévenir, diagnostiquer et traiter cette maladie. Nous sommes fiers de soutenir des initiatives qui favorisent la collaboration entre les chercheurs, les professionnels de santé et les organismes gouvernementaux, car c'est essentiel que nous pourrons faire progresser la lutte contre le cancer de la prostate. La prévention, enfin, joue également un rôle crucial dans notre mission. En éduquant nos assurés
sur les facteurs de risque, les méthodes de dépistage précoce et les habitudes de vie saine, nous pouvons contribuer à réduire l'incidence de cette maladie. La sensibilisation et la promotion de modes de vie sains sont des armes puissantes dans la lutte contre le cancer de la prostate. Et nous nous engageons à fournir les ressources nécessaires pour informer et éduquer nos concitoyens. En tant que Caisse générale de sécurité sociale, nous sommes conscients de notre rôle essentiel dans le soutien aux personnes touchées par le cancer de la prostate. Nous continuerons à garantir l'accès à des soins de qualité en mettant l'accent sur la prévention, le dépistage précoce et un accompagnement holistique pour les patients et leurs familles. Très cher, en conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui s'engagent dans cette noble cause. Ensemble, nous construisons un avenir en santé, libéré du fardeau du cancer et singulièrement du cancer de la prostate. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dr Jonqui. Merci à la CGSS d'être partenaire à nos côtés. Je vous invite à reprendre votre place. Et je vais remercier et je vais inviter Monsieur Camille Elisabeth, vice-président de la région Guadeloupe, à venir nous dire quelques mots de l'engagement de la région en faveur du CEMAC cancer de la prostate et aussi en faveur des équipements. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Madame la représentante du conseil départemental, Madame Marie Zedzol, Mesdames, Messieurs, avocats de qualité. Comme l'a dit le professeur Jonqui, la santé, c'est une compétence d'État, mais qui est quand même partagée avec j'ai dit professeur, c'est vrai, c'est l'habitude, le président Jonqui. La santé, c'est une compétence partagée entre l'État, mais surtout, c'est une compétence d'État, mais qui malgré tout est partagée avec les collectivités, départements, régions. Et c'est en ce sens que la région Guadeloupe joue pleinement son rôle dans tout ce qui est prévention et n'hésite pas à subventionner un certain nombre d'opérations menées en Guadeloupe. Je voulais citer le scanner à Marie-Galante, le scanner à Cap-Esther, le scanner à l'hôpital Maurice-Selbonne, sans parler des actions qui sont menées au niveau du CHU, nouveau CHU. Donc la région Guadeloupe joue pleinement son rôle. Et pour cette manifestation, la commission sport, santé, bien-être que je préside, et pas vice-président de la région, mais commission sport, santé, bien-être, a voté une subvention de 10 000 € pour cette opération. En plus, la collectivité régionale a pris près de 10 000 € aussi en termes de tout ce qui est communication pour cette manifestation. Donc la région Guadeloupe joue pleinement son rôle. Et je voulais dire également que je suis là non seulement au titre de la région Guadeloupe, mais je suis là aussi en tant qu'homme. Puisque le cancer de la prostate, disait le président Jonqui, suivant les statistiques, en France métropolitaine hexagonale, il y a 100 cas pour 100 000 personnes, alors qu'aux Antilles, nous avons 220 cas pour 100 000 personnes. C'est un triste record. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, où nous sommes là, il y a beaucoup de Guadeloupéens, j'ai envie de dire, qui meurent parce qu'ils ont préféré faire des traitements à l'ancien. Ils n'ont pas voulu dire qu'ils souffraient. Et puis, quand la maladie apparaît au grand jour, eh bien, il est trop tard. Et c'est à ce titre-là que je me dis, comme tous les hommes qui sont dans la salle, souvent on dit, on a la prostate. La prostate est une glande qui est dans le corps humain de la naissance, depuis la constitution du corps. Donc par conséquent, on l'a toujours, sauf que elle évolue et puis se transformer en cancer. Et ce que nous voulons, c'est éviter que nous ayons ce cancer qui se développe et qui mette un terme à cette partie de vie que nous passons sur Terre. Donc la région salue cette belle initiative, première édition en 2019. Et aujourd'hui, cette initiative prend une dimension internationale avec la venue de sommités venant de territoires éloignés. Et nous osons espérer que ces travaux vont permettre
de faire avancer les recherches et qu'à terme, le traitement du cancer de la prostate sera vraiment, entre guillemets, une banalité et que de moins en moins d'hommes pourront, de plus en plus d'hommes du moins, pourront être sauvés et vivre le plus longtemps sur Terre. En tout cas, félicitations et bonne fin de journée, bon travail. Merci, Monsieur Camille Elisabeth. Comme vous l'avez dit, hein, la santé est une compétence du conseil départemental. Et c'est avec un grand plaisir, un honneur, que je vous demande d'applaudir la présidente de la commission santé du conseil départemental, qui s'est fortement mobilisée aux côtés du CEMACT pour la tenue de cet événement. Je vous remercie d'applaudir le docteur Edzol. Monsieur le professeur Brureau, président du comité scientifique, monsieur le représentant du conseil régional, Camille Elisabeth, monsieur le président de la Caisse de sécurité sociale, madame la fondatrice du CEMACT, madame Poirier, chers praticiens, chers confrères, chers professionnels de santé, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'assurer la représentation du conseil départemental au cours de cette dernière séquence du CEMACT, cancer de la prostate. Séquence consacrée au grand public après les séquences dédiées aux professionnels de santé. C'est un plaisir et un honneur pour moi de relayer le fort engagement du président Losbar dans la lutte contre le cancer de la prostate. Engagement qui a été plus largement exprimé par les élus guadeloupéens dans le cadre des travaux du Congrès du 7 juin 2023. En effet, au cours de ces travaux du Congrès, à travers lesquels nous avons émis plus de 153 préconisations, nous avons émis la proposition du dépistage organisé pour le cancer de la prostate à partir de 45 ans. Dépistage qui augmenterait la démarche de prévention en général et permettrait de mieux recourir aux autres examens, comme la biopsie ou les examens radiologiques. Tout comme d'ailleurs nous avons exprimé notre engagement pour l'abaissement de l'âge cible du dépistage du cancer du sein, afin de pallier ainsi la perte de chance, eu égard à la précocité de l'incidence de ce cancer aux Antilles chez les femmes de moins de 50 ans. En termes de santé publique, il nous faut en effet, dans nos efforts conjoints, agir à la protection de la population guadeloupéenne qui subit une exposition particulièrement élevée au cancer de la prostate. Comme il est coutume de le dire en termes de politique publique, à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. Il faut des réponses justes, équitables, répondant à l'ampleur d'une problématique de santé particulièrement grave chez nous depuis de nombreuses années. En Guadeloupe, les hommes sont particulièrement touchés par ce cancer de la prostate. C'est un cancer qui nécessite un accompagnement important puisqu'il impacte les hommes dans leur foyer, dans leur quotidien, dans leur dignité, dans leur famille. Notre apport au conseil départemental consiste à être présent à travers une manifestation comme la vôtre, Madame Poirier, cher professeur Brureau. Car nous le savons tous, la santé est une discipline qui avance grâce au principe de collégialité, grâce au principe de concertation entre professionnels. C'est éminemment le cas de la cancérologie. C'est une discipline qui progresse également par l'écoute et par l'attention accordée à l'usager et aux patients. Là encore, c'est éminemment le cas dans le cadre de la prise en charge du cancer. J'en profite pour indiquer, en ce qui concerne le conseil départemental, notre part contributive à la santé à travers la commission santé publique que je préside. Ce sont des engagements forts depuis le début de notre mandature en matière de promotion de la santé publique, notamment au sein de nos dispensaires, les centres locaux d'action sanitaire et sociale du département. La promotion de l'alimentation de qualité. Nous nous proposons d'agir plus largement sur les déterminants de santé, notamment à travers l'activité physique pour tous. À ce sujet, vous verrez que nous élargissons progressivement les pistes cyclables sur l'ensemble du réseau routier départemental. Le soutien aux études scientifiques, nous sommes à ce sujet contributeurs financiers pour l'étude Canari 2, qui propose comme thème d'étude la mesure de l'imprégnation des populations guadeloupéennes et martiniquaises
par le chlordécone et par d'autres polluants environnementaux d'intérêt. La coordination des parcours de santé, et nous accompagnons pour ce faire le GIPRASPEG. Et comme vous le savez, nous devons tous, dans nos engagements, nous œuvrons à la bonne marche des exercices professionnels, à l'accès aux soins, notamment pour la situation de double insularité. Je souhaite terminer ce bref propos par un mot particulier, à l'attention des précurseurs qui, au CHU, ont fait un travail de pionnier afin que nous puissions, comme aujourd'hui, être fiers de constater la présence d'une vraie relève médicale en Guadeloupe. Certains sont là aujourd'hui et à cet égard, je crois bien, cher professeur Blanchet, chers confrères, que vous vous attachez depuis des années à former et à préparer des médecins d'aujourd'hui et de demain dans l'intérêt de votre discipline pour la bonne santé des usagers et des patients guadeloupéens. Merci pour cela, professeur Blanchet. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux et je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Hetzel. Je vais appeler maintenant le professeur Laurent Brureau, qui va vous dire quelques mots du déroulé du CEMACT cancer de la prostate. Merci Hélène. Avant tout, je voudrais remercier Hélène pour l'énergie qu'elle met à organiser cette manifestation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est grâce à vous si cette manifestation est réussie, parce qu'il y a du monde, c'est retransmis. Donc, vous êtes nos patients, vous êtes nos familles. On se bat pour vous au quotidien. Et c'est très important. Donc, ce travail d'équipe. Et je tenais à remercier avant tout ma garde rapprochée, qui est ma famille, mes proches, mes amis de longue date, Carole. Mais aussi deux personnes particulièrement, sans qui nous ne serons pas là, sans qui le service d'urologie de la Guadeloupe ne serait pas là. D'abord, le professeur Blanchet, en tant que chef de service et mentor. Et aussi Luc Multigné, qui nous a permis d'avoir une dimension internationale à travers la recherche. Parce que si ce séminaire est possible... On peut l'applaudir, merci. Merci. Si ce séminaire est possible avec un tel niveau scientifique, un tel réseau, c'est parce qu'à la base, il y a des hommes qui nous ont formés, qui nous ont fait grandir. Donc, je me suis entouré pour élaborer ce programme avec le docteur Carole Élysée. Vas-y, Carole, lève-toi. Qui est guadeloupéenne, une enfant du pays, une vraie compétence, qui se bat pour ses patients, qui bichonne ses patients, j'ai envie de dire. Et elle est militaire, elle est colonel. Ouais, je tiens à le dire. Donc, il faut l'encourager à revenir au pays. Ouais, on met une petite couche. Ouais. Et puis, un ami, un compagnon de longue date, Romain Mathieu, le professeur Romain Mathieu. Vas-y, lève-toi. De Rennes, on a fait notre cursus ensemble. On s'est rencontrés dans diverses associations, au CNU, au CCAFU. Et on partage le même laboratoire de recherche, ce qui fait des liens et qui facilite des collaborations, notamment dans la cohorte Capé Caraïbes qu'on met en place. Donc, merci Romain pour ton amitié. Et nous sommes membres du CCAFU. Le CCAFU, c'est quoi? L'Association française d'urologie est organisée en plusieurs sous-comités, et dans le comité prostate qui fait les recommandations pour le cancer de la prostate. Et donc, nous faisons partie de cette association qui donne un réseau, une visibilité nationale et internationale et qui permet de faire venir des experts. Donc, pendant les jours des paramédicaux et des médecins, et même aujourd'hui, vous aurez des gens avec certaines statures nationales, voire internationales, dont par exemple le professeur de la Taille, qui est le président de l'Association française d'urologie. Voilà, je ne serai pas plus long, mais pour faire la transition, j'ai présenté les prédécesseurs, je suis le présent, et je vais vous présenter le futur avec Kevin Collangean, qui est notre jeune chef de clinique, qui est guadeloupéen, talentueux, et sur qui nous comptons beaucoup. Je t'ai mis un peu de pression, mais ça va bien se passer, Kevin. À toi de jouer. Merci. Bonjour, merci pour cette introduction avec pleine pression. Alors, on va... Ah, tu peux mettre ton code? Parfait. Ah ben c'est parti, on peut projeter... Voilà. Bonjour à tous. Chers collègues, chers amis guadeloupéens, on va parler aujourd'hui, il m'a été confié la mission de vous parler d'épidémiologie et de dépistage du cancer de la prostate. Je profite pour remercier le professeur Brureau et féliciter Madame Poirier pour l'organisation du CEMACT.
qui permet d'en parler de ce problème de santé publique. Et donc, on est dimanche. J'aurais bien préféré, j'imagine, être dans votre lit ou bien préparer le canari contré pour aller à la plage. Eh bien, vous êtes avec nous. Et donc, je vais vous solliciter. On va faire cette présentation ensemble. Donc, je vous propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on travaille ensemble. À vous de jouer. Donc, vous allez vous connecter. Vous allez vous connecter avec le petit QR code. Tout le monde a les smartphones maintenant. Et on va faire ça ensemble. Donc, vous allez participer. Ça, vous me donnerez votre avis. Il y a deux solutions. Soit vous utilisez l'appareil photo de votre téléphone et vous scannez le flashcode, soit vous allez sur le site Rouclap. Merci. Pardon. Rouclap.com. Donc vous avez deux solutions. Je vous laisse un petit moment. C'est tout bon? Tout le monde y est? Donc visiblement, on est en direct. Donc même en direct, vous pouvez répondre. Alors, la première question que j'aurais à vous poser, c'est où se trouve la prostate? Vous avez devant vous, c'est une coupe en 3D du pelvis masculin, parce que les femmes n'ont pas de prostate. Et donc, où se trouve la prostate? Est-ce que c'est au niveau de la flèche 1? Est-ce que c'est au niveau de la flèche 2 ou de la flèche 3? Ah non, mais il faut répondre... Voilà. Allez, j'attends vos réponses. En direct. Allez, ça monte. Bon, c'est que vous connaissez l'anatomie. C'est bon, pour l'instant, on a 2 mauvaises réponses. Donc on a bien fait d'être là quand même aujourd'hui. Donc parfait, je tiens à vous féliciter, on a 95% de bonnes réponses. Et donc effectivement, la prostate, c'est un petit organe qui est en rouge là, qui a été fait exprès d'être coloré en rouge, qui ressemble à une petite châtaigne et qui est situé sous la vessie. Et donc ce petit organe qui ne se voit pas, ne se sent pas, mais il peut causer quelques problèmes. Souvent, et vous en avez parlé tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'hypertrophie et le cancer de la prostate. La prostate, c'est une glande, j'ai entendu tout à l'heure M. Jean qui en parlait. Effectivement, elle a 2 parties. Une partie externe et une partie interne. La zone transitionnelle qu'on appelle ça. Et donc cette partie interne va être responsable, le plus souvent quand on vieillit, chez l'homme, de signes urinaires. Quand souvent les hommes ils disent j'ai la prostate, mais en fait souvent ils ont du mal à uriner. Et donc souvent c'est bénin. C'est bénin. Donc ils attendent d'avoir des signes pour se dire ah, faut que je consulte. Et donc c'est une erreur puisque le cancer de la prostate qui se développe souvent dans la zone périphérique, eh ben, il est asymptomatique. On l'entend pas. Il se développe à bas bruit. Donc c'est important de se faire la différence entre l'hypertrophie et le cancer. Ensuite, on m'a demandé quand même de parler d'épidémiologie. On va rentrer dedans. Vous allez me dire combien de nouveaux cas de cancer de la prostate par an en Guadeloupe? Tout à l'heure, on a employé les mots d'incidence. Incidence, ça veut dire le nombre de nouveaux cas. Combien pensez-vous qu'il y a de nouveaux cas par an de cancer de prostate en Guadeloupe? À vous de jouer. Pas de proposition. Ah oui. Mais je vois qu'il y a déjà eu un petit... Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Ah, il y a même des gens qui donnent des incidences standardisées. Attention. Ça, c'est M. Blanchet ou Laurent Brureau, ça, non? Elle n'est pas juste.
Nous sommes au coco. Bon, très bien, il y a quelques réponses. Eh bien, je ne vous dis pas la réponse correcte tout de suite. Et on en parle tout à l'heure dans la présentation et vous saurez me dire quelle était cette réponse. Et donc, on va en parler dans le monde, dans la France, et ensuite en Guadeloupe et aux Antilles même, pour être plus précis. Donc, le cancer de la prostate dans le monde, c'est la 4e localisation cancéreuse si on regarde tous les cancers. C'est le 2e si on regarde que les hommes. C'est à peu près 1,4 million nouveaux cas par an, et c'est 375 000 décès dans le monde, quasiment la population de la Guadeloupe. Donc, c'est un problème de santé publique. Et lorsqu'on regarde plus en détail, dans ces tableaux qui sont publiés tous les 2-3 ans par le Global Cancer Statistics, et on regarde par région du monde, c'est là, il date de 2020, et on voit, si on regarde, c'est l'Europe qui est en première position, ensuite la Caraïbe, en termes d'incidence standardisée, donc le fameux pour 100 000 habitants. La personne qui a bien répondu tout à l'heure avait cette notion. Mais ça, c'est pour la Caraïbe en général. Quand on regarde dans la Caraïbe, en fonction des différents territoires de la Caraïbe, on va voir que la Guadeloupe et la Martinique ont des incidences qui sont au-delà de toutes les autres incidences par rapport aux autres pays de la Caraïbe. Et ces valeurs montent jusqu'à 180 et 168. Donc 183 pour 100 000 habitants en Guadeloupe. Donc c'était pas loin, celui qui a mis 128 tout à l'heure, mais c'était effectivement faux, comme disait M. Blanchet, parce que c'était plus important. Donc on a le record mondial d'incidence de cancer de la prostate. Lorsqu'on regarde par rapport à la France métropolitaine, enfin la France hexagonale et les différentes régions françaises, ces chiffres-là, ils sont un peu plus anciens, donc ils sont à 173. Mais pour autant, ils donnent un peu la vue du problème de santé publique qu'on rencontre. La Guadeloupe, la Martinique ont le record d'incidence du cancer de la prostate. Et donc, si on regarde l'évolution même, entre 2008 et 2019, des chiffres d'incidence aux Antilles, et en Guadeloupe en particulier, et là, on va voir, mais ça oscille entre 500 et un peu plus de 600. Donc, en moyenne, on a 500 nouveaux cas, vous pouvez retenir ça, en Guadeloupe par an. C'est énorme. C'est énorme, et donc ça mérite d'être pris en compte, et ça mérite d'être analysé, et de garder ça en mémoire. Et donc, si on regarde maintenant que pour la Guadeloupe, sur les 10 cancers les plus fréquents, la prostate, c'est le premier cancer. Aussi bien hommes ou femmes confondus. Et donc, c'est 35% en termes de prévalence, cette fois-ci, de cancer de la prostate. 35%, c'est une personne sur 3 qui a un cancer. Donc, si on regarde tous les cancers, on prend tous les gens qui ont un cancer, une personne sur 3 a un cancer de la prostate. Donc, tout le monde a dans son entourage une personne qui connaît qui a un cancer de la prostate. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, en général, ces cancers, ils sont diagnostiqués à peu près autour de 68 ans. 74% des patients ont entre 50 et 74 ans. Donc, l'âge, on va en parler tout à l'heure, où on prône le dépistage individuel. Les PSA ne sont pas très élevés. Et c'est des cancers qui sont, en général, Gleason 7, donc de pronostic intermédiaire, qu'on peut encore guérir. Donc, pour finir avec la partie épidémiologique, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est le deuxième cancer de le monde, premier cancer chez nous, on a des chiffres d'incidence qui sont énormes, qui constituent un record mondial, un triste record, comme vous disiez tout à l'heure. On a des mortalités qui sont importantes, 2 fois supérieures à la France hexagonale. Pourtant, on a des soins qui sont similaires. Donc, c'est quand on a une pathologie qui est particulière ici. Donc, d'où la recherche, d'où ces journées comme aujourd'hui de prise de conscience pour pouvoir prendre le problème à bras le corps et le traiter quand c'est possible. Alors, j'ai beaucoup parlé, à vous de jouer maintenant. À quel âge, à partir de quel âge, le dépistage individuel, la détection précoce comme on dit, est-il recommandé aux Antilles? Allez, c'est parti, à vous de jouer. Ah, d'accord, ça marche.
Donc il y a match entre 45 et 50. Bon, ben, écoutez, on va avoir, pareil comme tout à l'heure, on va voir la réponse après. Ça vous va? Mais bravo, la bonne réponse y est. Et donc, pour parler justement d'âge de dépistage et de détection précoce, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque, qui sont l'âge, des facteurs génétiques, on ne va pas rentrer dans les détails, l'origine ethnique, les facteurs environnementaux, il n'y a rien qui peut prévenir les cancers de la prostate. Il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de traitement à prendre pour ça. Donc c'est donc l'importance du dépistage et de la détection. Et donc les recommandations françaises disent, dans une population à risque, avec des origines ethniques ou des antécédents familiaux, eh ben, le dépistage commence à 45 ans. Donc ceux qui avaient mis 45 ans ont raison. Ce dépistage, il est individuel. Vous n'allez pas recevoir une lettre dans votre boîte aux lettres pour dire « allez vous faire dépister », comme le côlon par exemple. Donc il faut avoir conscience du problème, surtout chez nous, pour pouvoir y aller. Et comment il se fait? De manière très simple. Un toucher rectal, tous les 1 ou 2 ans en fonction, donc c'est les médecins qui vont décider est-ce que c'est 1 an ou 2 ans en fonction du risque, et un dosage du PSA par annuel. C'est assez simple. C'est assez simple et ça sauve des vies. Pourquoi on fait du dépistage? Parce que ça, c'est la courbe naturelle d'un cancer qui commence à la maladie localisée, qui évolue vers les métastases qui créent les symptômes jusqu'à la mort. Et bien, si on fait du dépistage, on les prend au tout début de la maladie. Donc, heureusement, c'est 90% des malades qu'on récupère à ce niveau-là. Et ces 90%, on peut les guérir. Donc, si on peut guérir, ça a tout un intérêt de continuer. Donc, c'est le message que j'aimerais vous laisser, c'est le cancer de la prostate, c'est une affaire de tous, c'est individuel. Plus il est pris tôt, il n'y a pas de symptômes souvent, eh bien, plus on a une chance de vous guérir et de guérir les personnes concernées. Et donc, ensuite, on passe à l'étape diagnostique, biopsie de prostate, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Et donc, c'est important de garder ça en mémoire. Et donc, je laisserai dans le mot de la fin, c'est que le cancer de la prostate, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, on a joué par des petites questions là, mais c'est à vous de jouer dans la vraie vie. Donc, je remercie le professeur Brureau qui m'a passé une partie de ses diapositives et le professeur Delumeau. Et je vous laisse les coordonnées du centre de consultation ici. Se faire dépister, c'est par le médecin traitant ou par un urologue. Donc, gardez ça en mémoire. Vous avez le petit livret qui vous a été remis. Donc, c'est à vous de jouer et prenez votre santé en main. Merci à tous. Merci, docteur Collangean. Le numéro a été rappelé. Vous pourrez le retrouver tout à l'heure. Sans plus tarder, je vais inviter le docteur Luc Mutinier à nous rejoindre afin d'aborder la thématique qui nous préoccupe, cancer de la prostate et chlordéconémie. La présentation va être assez courte. Y a-t-il des questions dans la salle? Non, aucune. Merci, docteur Collangean a été parfaitement clair. Allez-y, docteur Mutinier. Bien. Ah, il y a une question. Oui, je vous écoute. Mon cas, 92 ans, PSA 3,4. Est-ce que je suis passé à côté? Waouh. Alors, docteur Collangean, je vais quand même rappeler que la session ne se prête pas forcément à l'exercice individuel de diagnostic, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt d'échanger à la fin si vous avez des questions qui sont très spécifiques. Je remercie le docteur Mutinier de bien vouloir prendre place. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous. Je vais traiter d'un sujet d'actualité, bien entendu, de la chlordéconémie. Et vous avez remarqué, le titre indiquait cancer de la prostate et chlordéconémie, et j'ai fait exprès d'enlever le mot cancer de la prostate pour que vous compreniez, vous saisissiez bien le sens de la chlordéconémie. On reviendra sur le cancer de la prostate ensuite. Alors, chlordéconémie, c'est un mot qui vient de chlordécone, vous connaissez tous,
et émis qui veut dire sang. C'est en fait, tout simplement, la quantité, plutôt la concentration de chlordécone qu'on retrouve dans le sang à un moment donné. Comme l'alcoolémie, mesure l'alcool dans le sang, voilà, vous avez tant d'alcool dans le sang, vous avez tant de chlordécone dans le sang, au moment où on fait le prélèvement et on fait la mesure. Alors, la présence dans le sang indique qu'il y a eu un contact externe avec la molécule, avec le chlordécone, qui a été suivi d'une absorption, nous l'avons absorbé, et ça a été distribué dans l'organisme, exactement comme l'alcool. Vous comprenez à partir de là que la normalité, l'absolu, c'est d'avoir une absence de chlordécone, comme la normalité, ce serait d'avoir une absence d'alcool dans le sang. Alors, juste un petit mot sur le devenir du chlordécone dans l'organisme, de façon simplifiée. Nous sommes potentiellement exposés aux Antilles, au chlordécone, par la voie alimentaire, en consommant soit de l'eau contaminée, soit des denrées alimentaires contaminées. Nous les ingérons, nous les absorbons dans la lumière intestinale, ça passe par le foie, un chemin de passage dans lequel il y a quelques transformations, qu'on dit métaboliques, puis ça circule à travers le sang, ça se distribue dans l'organisme à travers le sang, et ça se distribue à travers les différents tissus et les organes. Et puis après, ça fait le chemin inverse, et c'est éliminé par les voies biliaires. Ce n'est pas éliminé par les urines. N'allez pas chercher du chlordécone dans les urines, il n'y en a pas. Donc, et donc, si c'est dans les voies biliaires, ben, après, ça va ressortir dans les selles. Alors là, comme ça, dit comme ça, ben, en fait, c'est un aller-retour assez rapide. Alors pourquoi c'est pas si rapide? C'est parce que il y a, vous voyez la petite flèche là, il y a ce qu'on appelle une recirculation. C'est-à-dire on absorbe le chlordécone, on l'élimine par les voies biliaires, et il y a une bonne partie qui est réabsorbée à nouveau. C'est presque un cycle sans fin. Et cela aboutit à une notion sur laquelle je reviendrai, de ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie du chlordécone dans l'organisme est à peu près de 130 jours, en moyenne de 4 mois. Juste pour vous donner une idée, alors qu'est-ce que c'est une demi-vie? C'est le temps qu'on met à éliminer la moitié de ce qu'on a ingéré. 130 jours. Pour revenir à l'image de l'alcool, la demi-vie de l'alcool, c'est approximativement une demi-heure. Vous voyez, on est à longue distance, donc on met 130 jours. Je vais revenir sur cette notion parce qu'elle est importante pour la suite. Alors, quelle est la signification de la chlordéconémie? Puisque maintenant, vous savez, on entend beaucoup parler de ces campagnes de proposition de vous faire doser le chlordécone dans le sang. Alors, la chlordéconémie est un indicateur d'exposition interne qui reflète la charge corporelle à un temps T, c'est-à-dire au moment où la mesure est réalisée. Indicateur d'exposition interne, comme l'alcoolémie est ce qu'on a à l'intérieur de notre corps et qui reflète la charge totale. Et cette charge totale, dans le cas du chlordécone, si on tient compte du volume de sang, à peu près 5 litres chez un adulte, eh bien, la quantité totale de chlordécone qu'on va retrouver dans le sang à un moment donné représente à peu près 7% de la charge corporelle. Le reste étant distribué un peu de partout, surtout sur le foie. Dans le foie, c'est là où on en trouve le plus. Maintenant, on va passer à la question pratique. Quelle est l'utilité de la chlordéconémie? Finalement, voilà. Alors, à un niveau collectif ou populationnel, c'est un excellent indicateur de l'exposition moyenne d'une population pour des études, et vous allez voir. Alors, d'abord, ce qu'on appelle des études épidémiologiques destinées à identifier les risques sanitaires. Par exemple, dans le cas de cancer de la prostate, les travaux qui ont été conduits dans le service d'urologie du professeur Blanchet
ont abouti à des résultats scientifiques estimant que, à partir d'un certain seuil de chlordécone dans le sang, eh bien, on augmentait le risque de survenue du cancer de la prostate. Je reviendrai sur cette notion de risque. Voilà. Donc, ce sont toutes ces recherches qui ont permis de savoir que la question du chlordécone peut poser des risques sanitaires vis-à-vis du cancer de la prostate, vis-à-vis du risque de prématurité, de certains troubles neurocomportementaux chez les nourrissons et les jeunes enfants. Bien. Donc, c'est pour la recherche. Ça peut servir aussi dans des études de surveillance et d'évolution temporelle de l'exposition des populations aux sous-populations. Il a été mentionné tout à l'heure l'étude Canary 2. L'étude Canary 2 fait suite à l'étude Canary en 2013, qui était une étude transversale pour estimer quel était le niveau d'exposition de l'ensemble de la population et qui ont donné d'ailleurs des résultats tout à fait similaires à ceux qui ont été obtenus dans le cadre des études de recherche précédentes. Et puis, ça peut servir également pour évaluer les actions de prévention. Depuis des années, fort heureusement, les autorités sanitaires, les pouvoirs publics sont engagés dans des mesures de réduction de l'exposition au chlordécone. Alors, des actions sont proposées. Vous avez par exemple le programme JAFA, Jardins familiaux, que certains d'entre vous connaissent. Et on met en place des actions, mais il faut les évaluer. Quoi de mieux que mesurer auprès d'une population ou d'une sous-population qui est ciblée l'efficacité de l'intervention. Donc vous voyez, à usage collectif, ça a une très très grande utilité. Maintenant, au niveau individuel, là, c'est un petit peu différent. Tout d'abord, ça sert à quelque chose, à savoir si on a été en contact avec du chlordécone à des quantités suffisantes pour que les techniques actuellement mises en place puissent le détecter dans le sang. Car il y a une limite, ce qu'on appelle la limite de détection. Et cette limite de détection ne correspond pas à un zéro absolu, correspond à une quantité très faible, je le reconnais. C'est pour ça que je précise que le zéro chlordéconémie ne peut jamais être affirmé, car il existe toujours une limite de détection. Donc, à quoi ça sert? À savoir, je sais. Et après tout, c'est un droit. On a droit à savoir, on a droit à connaître. Mais une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est là toute la question, je dis bien, à niveau individuel. Alors, en fait, je ne sais pas si je me suis trompé, voilà, ça c'est au niveau individuel. Mais on entend beaucoup de choses au niveau individuel. Alors on va parler des limites. Quelles sont les limites de la mesure individuelle ou de l'interprétation qu'on peut faire de la mesure individuelle de la chlordéconémie? D'abord, c'est que le fait qu'on vous mesure ou on détecte le chlordécone dans le sang, on ne peut en tirer aucune conclusion sur le temps de depuis quand a-t-on été exposé. Car ça se trouve, on a été exposé pour la première fois dans sa vie hier, lorsque accidentellement on a consommé un légume racine contaminé. Voilà. Ça peut être depuis la semaine dernière, depuis le mois dernier, de l'année dernière, ou bien tout simplement, ça peut témoigner d'une exposition régulière et continue au cours des 30 dernières années. Retenez ça, on ne peut en tirer aucune conclusion de la durée. Alors pourquoi? Certains de vous sont un peu curieux et c'est normal. Alors attention, il y a des courbes parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais revenons au cas de l'alcool. Ici, vous avez, sous forme d'un pic d'absorption d'une substance extérieure. Ça peut être le chlordécone, ça peut être l'alcool. On l'absorbe. On arrive à un niveau maximum dans le sang. Puis après, s'il y a une seule exposition, ben ça diminue. Dans le cas de l'alcool, je vous disais, la demi-vie, c'est 30 minutes. Il faut 4 à 6 demi-vies pour que pratiquement on élimine tout, 98%.
Ce qui veut dire que dans le cas de l'alcool, il faut 2 à 3 heures pour éliminer ce qu'on a bu. En gros. Ça, vous le savez par expérience. Enfin, certains d'entre vous le savent. Je ne le dis pas tous. Bon. Le chlordécone, la demi-vie, c'est, je vous ai dit, 4 mois. 4 à 6 demi-vies, c'est en fait 4 fois 14, 16 mois, ou 6 fois 4, 24, 2 ans. Donc, il faut, même si on a été exposé une seule fois, ben, il faut un certain temps pour que ça s'élimine. Mais lorsqu'on est exposé de façon continue, que ce soit une fois par jour, une fois par semaine, une fois par an, une fois par mois, non pas une fois par an, parce que là, on serait à la limite des 4 à 6 fois de demi-vie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, ce petit pic, en fait, il recommence, et ça s'accumule jusqu'à ce qu'on arrive à un plateau. En termes techniques, ceux qui sont des professionnels de santé dans la salle connaissent ce mot, c'est l'équilibre pharmacocinétique, voilà, qui est très utilisé lorsqu'on administre un médicament. Bien. Autrement dit, lorsqu'on vous fait une chlordéconomie, et on trouve une valeur, X ou Y, c'est un point, mais vous ne savez pas où dans le temps et l'espace ce point-là se situe. Il y a quelques années, quand on a commencé les travaux de recherche, vers les années 2004, à l'époque, les mesures de gestion publique et de prévention n'avaient pas été encore mises en place. Donc on peut admettre que la population antillaise, depuis début des années 80, eh bien, était exposée au chlordécone de façon régulière, permanente, certains plus, d'autres moins. À partir de 2005, si mes souvenirs sont bons, il y a les premiers arrêtés préfectoraux limitant la culture de produits à risque, légumes racines, sur des sols pollués. Et depuis, les mesures s'enchaînent, les plus récentes étant les interdictions de pêche dans des zones polluées, comme vous le savez. Et des mesures ont été prises. Donc du coup, on a constaté, bien évidemment, une diminution très importante de l'imprégnation au chlordécone des populations, fort heureusement. Et donc, on peut se retrouver dans la situation où quelqu'un a été, une personne de 60 ans, 70 ans, 50 ans, a été pendant 20 ans, 30 ans exposée au chlordécone. Elle a pu bénéficier, sans trop le savoir, mais bénéficier des mesures de réduction des expositions, qui fait qu'aujourd'hui, on ne lui détecte plus le chlordécone. Mais ça n'empêche pas que, peut-être, dans le passé, il l'a été. Vous voyez, l'interprétation est un peu plus compliquée. En tout cas, retenez qu'on ne peut pas, à moins de faire une enquête qui sera extraordinairement complexe, savoir depuis quand avez-vous été exposé. Alors évidemment, si vous êtes, par exemple, vous êtes arrivé aux Antilles il y a 6 mois pour la première fois, vous habitez ailleurs en métropole, et on vous retrouve de chlordécone, c'est probablement un contact au cours des 6 derniers mois. Vous voyez, mais dans ces cas-là. Mais pour la majorité d'entre vous, qui habitez ici de façon régulière et permanente, difficile d'en tirer des conclusions. Alors ça, c'est la première limite. La deuxième limite, ô combien plus importante, c'est qu'on ne peut, à partir d'une mesure de chlordécone, affirmer ou infirmer l'existence d'une maladie. La chlordéconomie n'est pas un test diagnostique. Ce n'est même pas du PSA. C'est une exposition. Ce n'est pas parce qu'un jour vous avez bu et vous avez de l'alcool dans le sang un peu détecté, et peut-être que la police vous a arrêté et vous avez une contravention, que forcément vous avez un cirrhose, que le gendarme vous dit « Ah, vous avez de l'alcool dans le sang, voici une prune de 135 €, et en plus, je vous déclare cirrhotique. » Bien sûr que non. Ben, c'est exactement pareil pour le chlordécone. Ce n'est pas un test diagnostique. Ce n'est non plus pas un test prédictif. Ça ne sert pas, par exemple, il y a certains dépistages génétiques dans lesquels on va vous trouver un gène de prédisposition, cancer du sein, ou ça peut être même au cancer de la prostate ou autre maladie.
Et là, le médecin vous dit, attention, il va falloir vous surveiller. Ce n'est pas parce que vous avez du chlordécone dans le sang qu'à niveau individuel, vous allez vous trouver dans une situation d'en dire, oui, vous avez une chance sur 2 de développer un cancer de la prostate, par exemple, si vous dépassez un certain seuil. Donc il faut bien comprendre ça. Alors, donc du coup, quel est l'intérêt à demander une chlordéconomie dans le cadre d'une démarche individuelle? Vu ce que je viens de vous dire. Alors, je reviens à savoir, parce que vous avez le droit de savoir, mais n'en tirez pas plus de conclusions. Sachant que, même si la chlordéconomie est négative, vous revenez content en disant « j'ai pas de chlordécone dans le sang ». Très bien, c'est parfait. Mais ça n'empêche qu'elle peut devenir positive le lendemain si, par hasard, vous rentrez en contact avec une denrée contaminée. Et les légumes racines n'ont pas la bonne idée de pousser dans la terre avec une étiquette « je contiens du chlordécone ». Vous ne le savez pas. C'est aux autorités de faire le nécessaire pour éviter qu'on mette sur le marché ou qu'on protège des populations de consommer des produits contaminés. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, vous voyez qu'on sait, ça ne préjuge pas de ce qui va se passer demain matin, et ça ne préjuge pas non plus de ce qui s'est passé dans le passé. Parce que, et fort heureusement, les actions de prévention qui ont été mises en place ont été quand même efficaces collectivement, puisqu'on assiste à une diminution très importante du niveau de contamination des populations. Alors ça peut être aussi utile, et en particulier je pense aux campagnes faites par les ARS auprès des femmes enceintes, dans lesquelles on recommande en début de grossesse, lorsqu'elles sont enceintes, de faire un dépistage. Ben, ça permet pour ces populations qui sont un peu plus à risque, du fait du risque en termes sur la prématurité, sur la santé de l'enfant à venir, eh bien, de faire passer des recommandations. Les recommandations alimentaires, nutritionnelles, d'éviter des circuits dits informels dans lesquels vous ne connaissez pas trop l'origine des produits. Mais vous comprenez que cela est valable autant pour une femme enceinte qui serait en début de grossesse et qui reviendrait avec un test positif, que par celle avec qui reviendrait un test négatif. Puisque ces recommandations doivent s'appliquer également pour cette femme dès le lendemain, pour éviter qu'elle soit contaminée. Donc, vous voyez bien que c'est l'importance. Alors, je conclurai. Qu'y a-t-il à retenir dans tout cela? Ben, au moins une chose, la chlordéconomie est une mesure ou un indicateur d'exposition à un facteur de risque. C'est un facteur de risque comme un autre pour le cancer de la prostate. C'est un facteur de risque comme un autre pour la prématurité, etc., etc. Mais ce n'est pas un indicateur d'une maladie. C'est tellement important que le fait d'avoir, par exemple, que votre médecin diagnostique un cancer de la prostate et qu'en même temps vous avez fait une chlordéconomie et elle est élevée, c'est pas forcé qu'il y ait un lien. Je dis bien individuel. C'est sur le niveau collectif, et c'est sur le niveau collectif, à travers les études, qui permettent de protéger, bien sûr, pour un risque, la population à une situation, bien sûr, qui, comment dire, le chlordécone, la situation normale, ce serait qu'on ne soit pas exposé. Et donc, c'est ce qu'on appelle un risque modifiable. Comme on peut arrêter de boire, on peut arrêter de fumer. Donc, c'est à cela que les autorités s'engagent et que la population aussi, je l'invite à s'engager, puisque c'est un problème, même si vous n'êtes pas fautif, mais c'est un problème collectif et qui touche toutes et tous. Je vous remercie. Je vous remercie de bien vouloir applaudir le docteur Luc Mutinier. Merci. Je vais saluer la présence du député Olivier Servat. Et sans plus tarder, avant de lui laisser la parole, puisqu'en fait, on va avoir le privilège d'entendre le professeur Blanchet, et le député nous dira quelques mots tout à l'heure. À vous, professeur Blanchet. Merci, Luc.
Alors, voilà, l'audience est grande, large. Je crois que c'est un beau succès. Merci Laurent, merci Hélène pour porter cette manifestation. Beaucoup de gens dans le public, beaucoup d'élus, un député, des représentants des collectivités, un président de sécurité sociale. Donc voilà, c'est une grande chance pour nous de vous avoir. Je vais faire un peu comme pendant ma session scientifique d'hier avec les médecins. Je vais quand même, d'un petit mot, remercier toute mon équipe d'urologie qui est largement présente ce jour, certains en première ligne. Donc ça fait un quart de siècle que j'ai le plaisir d'animer cette équipe. Et là, au mois de janvier, je vais transmettre. Je ne vais pas m'en aller, parce que j'ai la présidence de CM, j'ai d'autres choses à faire encore dans ce CHU. Mais je vais transmettre à Laurent Brureau, ici présent, qui a été mon étudiant en médecine, hein, quand même. Wow, ça fait un peu... Voilà. Voilà, je vais lui transmettre avec joie. Certains me disent, mais non, ça ne va pas vous faire quelque chose qui soit le chef de service et que vous allez continuer à travailler avec lui. Ben, j'espère seulement qu'il ne va pas tuer le père, c'est tout. Voilà. Il m'a assuré que non, mais peut-on le croire? Donc, who knows? Who knows? Exactement. Donc, et puis derrière, on a encore un autre petit, là, qui monte. Il est grand d'ailleurs, hein, Kevin Collangean. Voilà, donc merci vraiment à tous. C'est une joie pour moi de travailler ici. C'est une joie renouvelée chaque jour. Bon, maintenant, on m'a demandé, ça apparaît? Non, pas encore, oui, si, ça apparaît, c'est là. On m'a demandé de vous parler de cancer de la prostate et maladies professionnelles. Voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas forcément le plus qualifié, mais je vais quand même essayer de m'en tirer. J'ai déjà fait une répétition. Alors, d'abord, il faut que vous sachiez tous que malgré tout ce dont on parle, on ne connaît pas avec certitude, loin de là, la cause exacte de survenue d'un cancer de la prostate. Déjà, on ne connaît pas ce qu'on appelle l'étiologie du cancer de la prostate. Il y a des facteurs de risque qui sont bien identifiés, dont certains que vous connaissez, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on a le risque d'avoir un cancer de la prostate. Ce sont les antécédents familiaux. Plus on a de cas dans notre famille, plus on est à risque. C'est l'origine géographique, plus ou moins lointaine, et notre population, Guadeloupe, Martinique, a un très très fort risque de par la majorité de notre population a une ascendance plus ou moins lointaine africaine, donc un partage génétique plus ou moins important qui nous met en protection de certaines choses et à risque d'autres choses. Donc, pour le cancer de la prostate, c'est un facteur de risque. C'est bien un des rares cancers qui soit surreprésenté aux Antilles, alors que dans beaucoup d'autres cancers, nous les avons en moins. Quelquefois de façon différente, mais nous les avons en moins grande fréquence. Celui-là y échappe, Kevin Collangean vous l'a rappelé. Puis après, il y a tout un tas de polymorphismes génétiques, certains plus ou moins intéressants, mais voilà, qui ne nous éclairent pas tant que cela pour la majorité d'entre eux. Après, il y a des facteurs suspectés, qui seraient d'avoir le surpoids. Le surpoids, c'est toujours mauvais pour beaucoup de choses. L'alimentation riche en graisse et en calcium. L'alimentation pauvre en vitamine D. Alors, notre alimentation, elle n'est pas forcément pauvre en vitamine D, mais la vitamine D est moins bien absorbée, moins bien métabolisée sur peau noire. Donc, vous le savez sans doute, vos médecins généralistes vous retrouvent souvent avec des taux de vitamine D qui ne sont pas optimaux. Et pourtant, vous dites, mais on a le soleil. Voilà. Eh bien, on n'est pas quand même, on a ce problème. La faible activité physique pourrait être un facteur qui augmente le risque de survenue de ce cancer. Et puis, il y a les pesticides. Et donc là, ça va faire le lien qui va m'emmener tout doucement avec vous vers la maladie professionnelle. Alors, qu'en est-il de l'état des connaissances sur ces fameux pesticides et le cancer de la prostate? Eh bien, en 2013, puis en 2021, une expertise collective de l'INSERM, l'INSERM, c'est notre grand institut public de santé et recherche en matière médicale et biomédicale, après avoir analysé une littérature internationale foisonnante, a conclu à une présomption forte de lien entre l'exposition professionnelle à des pesticides en général, on n'est pas encore tout à fait sur le nôtre, celui qui nous est
très particuliers, très spécifiques, l'exposition professionnelle à des pesticides et la survenue du cancer de la prostate. Et puis en 2021, on a une agence aussi nationale sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, l'ANSES, lui aussi a conclu, santé, à la fin, désolé pour cette coquille qui persiste malgré ma demande, à une relation causale probable entre le risque de survenue du cancer de la prostate et l'exposition professionnelle aux pesticides. On est toujours là dans les pesticides en général. Mais en 2021, et c'est nous qui sommes un peu le déclencheur de ce qui va rapprocher les pesticides des maladies professionnelles, et nous avons mis, à travers nos travaux scientifiques, l'alerte de l'INSERM et de l'ANSES qui ont affirmé la relation causale vraisemblable pour l'INSERM, probable pour l'ANSES. C'est toujours difficile d'affirmer une relation causale, vous savez. Voilà, scientifiquement, c'est très compliqué, c'est très long à le démontrer. Donc, on est toujours dans des présomptions fortes. Et là, c'est le cas. Quand ils emploient des mots comme ça, à l'INSERM ou à l'ANSES, c'est qu'ils sont sûrs de vraisemblable, probable, ça veut dire oui. Donc là, on est sur le chlordécone, on est sur ce qui nous intéresse le plus, ici, en Guadeloupe et en Martinique. Alors donc, ces travaux que nous avons menés, nous pouvons en être fiers, tous ensemble, vous, quelquefois, comme patients qui avez accepté de participer aux études, et nous qui les avons menés avec vous, elles ont amené à une alerte qui a été faite à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, qui s'est prononcée en 2021 pour qu'il y ait un avis favorable à la création d'un tableau de maladies professionnelles pour le cancer de la prostate en lien avec les pesticides, tous les pesticides, ceux qui ont été étudiés comme le nôtre, le chlordécone, et ceux qui n'ont pas donné lieu à des études scientifiques. Le gouvernement s'est quand même senti peut-être un peu obligé, puis peut-être grâce à la pression de nos élus, je l'espère aussi. Voilà. Et en date du 22 décembre 2021, un tableau de maladies professionnelles relatif au cancer de la prostate en lien avec l'exposition aux pesticides a été inscrit au tableau du régime agricole. Mais ça ne suffit pas le régime agricole. Parce que le régime agricole, oui, il y a des salariés du régime agricole, mais il y a tous les gens qui travaillent autour. Il y a tout un lot de personnes qui peuvent être amenées à manipuler ou à travailler sur les pesticides et qui ne sont pas au régime agricole. Nous avons été suivis puisque quelques mois seulement après, 4 mois exactement, en avril 2022, le tableau de maladies professionnelles relatif au cancer de la prostate en lien avec l'exposition aux pesticides a été inscrit au régime général de la sécurité sociale. Donc voilà quelles sont les grandes avancées de l'année 2022. Ça ne suffit pas sans doute à rétablir tous les préjudices que la population de Guadeloupe et de Martinique a subis à travers cet empoisonnement. Mais bon, c'est une voie institutionnelle qui permet d'aller dans un sens favorable. Alors, qui est concerné par la maladie professionnelle ? Eh bien, on vient de le dire, les salariés du régime général et ceux du régime agricole. À l'exception, il y a des catégories qui ne sont pas. C'est ceux qui appartiennent à d'autres régimes spéciaux que nous avons encore, vous le savez, donc, dans notre régime national. Il y a les assurés non salariés agricoles, ça peut être les patrons des entreprises, qui peuvent avoir eux aussi été au contact ou manipulés. Les non-salariés agricoles qui avaient déjà une maladie professionnelle, ils peuvent faire valoir à nouveau celle-ci. Ce sont des inscriptions différentes. Des anciens exploitants, et puis un peu plus important, c'est les conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole. Et puis ça peut concerner les descendants, puisqu'on nous a dit hier que la survenue de maladies inconnues qui arriveraient chez des enfants peut amener à faire des investigations et un lien avec la maladie professionnelle auquel auraient été exposés les parents. Alors voilà, ces tableaux de maladies professionnelles, ça répond à des catégories très particulières. Pour le régime agricole, c'est le tableau 61. Pour le régime général, c'est le tableau 102. Pour pouvoir y figurer, il faut avoir manipulé ou employé des pesticides, être en contact, inhalation, en contact avec les cultures, les surfaces, les animaux, l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides. Même chose pour le régime général. Il y a quelque chose qui sonne. Aurais-je dépassé déjà le temps qui m'était imparti ? Non, c'est bon. Non, je peux continuer ? Tout à fait. Merci.
Donc, la même chose pour les salariés du régime général, les contacts. Et puis, alors, je vous l'ai dit, ceux qui fabriquent, qui produisent, qui stockent, qui conditionnent, qui réparent les équipements. Voilà, enfin, vous voyez que ça va, heureusement, beaucoup plus loin. Les choses importantes dans cette diapositive, c'est que le délai de prise en charge, c'est-à-dire ce que je vais appeler le délai de prescription, hein, qui existe dans bien des délits, on va dire, il est de 40 ans. Donc vous avez ces 40 ans après l'exposition, jusqu'à 40 ans après l'exposition pour vous manifester. Au-delà, voilà, donc au-delà, c'est-à-dire qu'on est là, on est à 40 ans de 1983, mais l'arrêt de l'usage, c'est plutôt 1993, et puis voilà, on a 40 ans pour demander. La durée d'exposition, il faut au moins qu'elle ait été de 10 ans. C'est peut-être arbitraire, mais c'est comme ça, et c'est comme ça pour beaucoup d'autres catégories de maladies professionnelles. Et la déclaration, elle doit être faite dans les 2 ans suivant le diagnostic de cancer de la prostate. Là, vous allez me dire, voilà, on peut louper beaucoup de choses, mais non, ça peut être aussi après la consolidation. Ce qu'on appelle la consolidation, c'est le moment où on va constater les séquelles, parce que vous allez avoir besoin de traitements qui vont changer votre vie, la perturber, et donc on va pouvoir vous déterminer un taux d'incapacité permanente partielle, plus ou moins important, qui donnera lieu à un capital qu'on vous versera si cette IPP, indemnisation incapacité temporaire partielle, est de moins de 10%, ou à une rente si cette incapacité temporelle partielle est de plus de 10%. Je t'assure que c'est vrai, Luc. Voilà. Alors, les professionnels victimes des pesticides, comment faire sa demande? Voilà, là, c'est plus intéressant. Alors, il y a une caisse des salariés agricoles de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe qui centralise les demandes. Hein. Il y a des trucs comme ça, je ne sais plus, les contraventions, il me semble que c'est à Nantes. Je ne suis plus très sûr de ce que je vous dis. Mais pour ce qui est de concentrer les demandes, il y a une caisse qui est chargée de les concentrer. Mais les demandes doivent être adressées auprès des caisses d'affiliation du demandeur, caisse primaire d'assurance maladie, mutuelle des salariés agricoles, caisse générale de la sécurité sociale. L'Alsace, la Moselle, ils ont toujours des trucs un peu particuliers. Et puis nous, dans l'outre-mer, c'est nos caisses générales de la sécurité sociale, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et la CPS pour Saint-Barthélemy. Les informations qui tournent autour de cette maladie professionnelle, comment faire ces déclarations, eh bien, ça existe sur un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Donc il y a un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui a été créé. C'est une association voilà, dans laquelle il y a des gens. Et il y a déjà, je crois, tu me l'as dit, Luc, quelqu'un qui représente le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides en Martinique, peut-être pas encore en Guadeloupe. C'est pas ça que je t'ai dit. Bon, bah alors tu diras après tout à l'heure. Voilà. Donc, et en tout cas, voilà, il y a ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui existe. Alors, bien sûr, comment on peut justifier qu'on pourrait relever de ces maladies professionnelles? Eh bien, il faut un justificatif qui prouve la maladie. Ça semble évident. Donc, il y a des certificats médicaux. Hein, votre médecin personnel ou votre médecin spécialiste sait que vous avez la maladie. Il est capable de vous produire une affirmation qui va vous permettre de justifier cette maladie. Et puis ensuite, il faut avoir prouvé que c'est dans le cadre d'une exposition professionnelle habituelle aux pesticides. Et là, c'est des certificats de travail qui peuvent être octroyés par l'employeur, ou il y a d'autres façons de pouvoir prouver voilà, ces certificats de travail. Alors, il y a des choses compliquées qui m'ont été rappelées. Sans digresser, je vais en dire un petit mot, parce qu'il y avait Gilbert Gendret, un médecin généraliste de Vieux Habitants, qui a participé à des travaux et qui m'a dit ça. Je ne pense pas, je ne vois pas Gilbert, il n'est pas là forcément aujourd'hui. C'est en Guadeloupe, c'est tous ces gens qui travaillaient dans les emplois, sur les fermes agricoles familiales. Donc il y avait le patriarche qui était déclaré, mais il y a toutes les familles qui ne sont pas déclarées, et donc ça va être très compliqué pour eux de reconstituer un chemin professionnel qui puisse faire valoir. Donc il y a des choses à discuter avec la tutelle pour pouvoir faire attention, parce que nous avons cette particularité que dans une famille, il y avait un chef qui était déclaré, et puis il y a toute une famille qui travaillait, et on ne savait pas vraiment l'emploi qu'ils occupaient. Alors, comment se faire accompagner justement dans les démarches administratives? Il y a une association, excuse-moi, la voilà l'association.
Ce n'était pas le FIVP, c'est maintenant l'association des victimes de pesticides, l'association Phyto-Victimes, qui accompagne dans les démarches administratives, qui étudie le dossier avant de réaliser la moindre démarche administrative, qui peut avoir des avocats spécialisés si nécessaire. Et donc ces représentants commencent à s'installer sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Et il y a un contact avec un numéro de téléphone, ici représenté, et une adresse email pour pouvoir s'adresser à cette association. Alors, question sur les démarches à effectuer. Les informations, elles sont aussi disponibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, sur une adresse web qui est ici, mais il y a un numéro vert avec un appel gratuit qui existe pour pouvoir se renseigner. Alors, curieusement, il y a des horaires d'appel, et vous les voyez, je vous les livre comme on me les a donnés. Donc, je pense qu'ils sont justes. Donc, pour l'Hexagone, ils ont droit d'appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Et pour nous, la fenêtre est beaucoup plus courte. C'est de 15h à 16h30. Je ne sais pas où est la logique. Si on a envie de les appeler à 8h30 en se levant à 3h du matin, c'est notre droit. Mais bizarrement, on a un horaire qui nous est réservé, 15h à 16h30. Voilà, j'espère vous avoir bien sensibilisé au fait qu'il faut qu'on s'engage, nous les médecins qui ne pensons jamais, mais au grand jamais aux maladies professionnelles, et que là, à travers cette emblématique pollution par le chlordécone et toutes les injustices et les réparations qui doivent suivre, il faut que nous les médecins, on y pense très fortement, et que vous, les patients, vous nous interrogiez, et que vous puissiez, auprès de votre médecin traitant ou auprès de nous, qu'on puisse être capable, et on n'en est pas encore très capable, mais ça vient de démarrer, qu'on puisse vous donner les renseignements nécessaires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le CHU de la Guadeloupe, donc avec le professeur Chantal Rahérisson, pneumologue sur les maladies respiratoires, et moi-même sur les cancers, nous venons de mettre en place ce qu'on appelle un CRPPE, Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales, qui démarre en Guadeloupe en janvier et qui sera petit à petit un bel instrument aussi pour aller sur les maladies environnementales et professionnelles qui nous concernent. J'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Blanchet. Merci pour ces travaux. Effectivement, il y a un véritable sujet concernant les maladies professionnelles. Le député Olivier Servat, qui est présent, va pouvoir nous dire deux petits mots, puisqu'il a œuvré pour justement la reconnaissance du cancer de la prostate. Donc, 2 petites minutes, parce qu'on est contraint par le temps, député. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et Liane m'a déjà envoyé plusieurs WhatsApp en disant que c'est 2 minutes. Donc je salue, et j'aurais aimé saluer Marie-Zette Zoll et tous les autres. Bien bonjour. Je salue Marcel qui m'a invité, qui a insisté que je sois là aujourd'hui. Oui Marcel, je l'ai appelé mais il ne m'a pas répondu. Tu es là Marcel, merci. Je suis très honoré d'être là ce matin. Très ému aussi, parce que je suis arrivé, j'ai entendu 2 personnes, je n'ai pas salué monsieur le professeur Brouillot, co-organisateur avec Eliane Poirier, 2 personnes qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont éclairé. Je ne sais pas si le professeur Blanchet se souvient, mais il y a une dizaine d'années, vous avez accepté, dans les fins fonds de Boisvert-Abîme, sorti de l'aéroport, de venir faire une belle conférence qui nous avait éclairé et qui reste dans la mémoire et qui a structuré mon combat, notre combat pour le chlordécone et le cancer de la prostate. Docteur Multinier, je ne vous avais pas encore touché, c'est chose faite. J'ai gagné mon salaire aujourd'hui parce que vous avez aussi mené un combat incroyable. Puisqu'il ne me reste plus qu'une minute. Tout à fait. Je suis embarrassé, mais je dois dire que toutes les mesures, que ce soit la chlordéconomie, la reconnaissance des maladies professionnelles, votre serviteur a été à l'origine parce que vous m'avez éclairé. Je ne suis pas satisfait encore de ce qu'a présenté très bien le professeur Blanchet, parce que quand on vous dit qu'il a fallu travailler sur les champs et que ça s'arrête en 93, grosso modo, les gens étaient soit à l'époque non déclarés, donc ils n'existaient pas, les étrangers non déclarés, soit Yoja mort.
C'est ça la réalité. Donc il y a très peu, très peu de personnes qui répondent à ce dispositif. Donc on doit aller plus loin. Et là, je vous demande votre avis. Pour être finalement dédommagé de cette affaire de pollution à la chlordécone et cancer de la prostate, je crois qu'on pourrait demander un institut du cancer un peu plus dodu. Mais là, je parle en vous demandant votre avis. Est-ce qu'on doit se battre sur ça? Je crois que c'est une solution. J'ai une question. TEPSCAN, cyclotron, est-ce qu'on peut tester cancer de la prostate? J'ai cru comprendre que ça n'était pas possible. Ou c'est... Ah si, on va laisser le professeur le professeur Blanchet répondre. Oui, mais ça, c'est pas dans mon temps, Eliane. Je peux juste dire un petit commentaire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on doit travailler en équipe. Il y a des médecins, il y a des chercheurs qui font le job. Chacun son job. Et il y a vous, les hommes politiques, qui veulent défendre nos intérêts à partir de ce qu'on produit, de ce qu'on met en place comme connaissance, pour défendre les projets. Parce que pour préparer les projets, il faut être accompagné, et accompagné par les gens qui savent. Donc là, pour la question du TEPSCAN, le TEPSCAN, ce n'est pas un examen de dépistage, c'est un examen qui permet d'évaluer l'étendue de la maladie. Vous avez un patient qui a un cancer de la prostate qui est de haut risque, on va faire un TEPSCAN pour savoir si son cancer est au-delà de la prostate. Vous avez un patient qui a eu un traitement, qui est en situation de récidive, on va faire un TEPSCAN pour savoir si sa maladie est au-delà de la prostate ou pas. S'il y a des ganglions, s'il y a la tête osseuse, etc. C'est ça le rôle du TEPSCANner. Le vrai message pour le grand public, c'est le dépistage. Parce qu'avant d'arriver au TEPSCAN, il faut être dépisté. C'est ça, en fait, le vrai combat. C'est que la population soit consciente qu'on est dans un territoire où il y a une surincidence, peut-être un surrisque, une maladie peut-être différente sur le plan moléculaire parce qu'il faut encore avancer sur les travaux de la recherche. Mais le message, en fait, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'on a tous dans la famille des gens qu'on connaît, des voisins, etc. Et ce dépistage, il est individuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intéresser à son voisin, à ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, parce que lui-même, des fois, ne sait pas ce qu'il a. Chaque cas est individuel, chaque évolution est individuelle. Voilà, en fait. Et ça, en fait, quand on a compris ça, on a fait passer les messages. Aujourd'hui, c'est très bien, il y a du monde, il y a un petit fascicule qui est remis pour que justement les messages passent. Il faudra les répéter, les marteler. Il faut qu'on aille dans le même sens. Pas qu'il y ait de contre-messages. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur. J'ai bien reçu le message. Je me rapprocherai de vous pour que nous soyons... D'ailleurs, j'attends toujours la réponse du mail. En phase. Et donc, pour conclure, Eliane, c'est bien ça. Je vais vous remercier en vous disant que je suis tout disposé à continuer avec vous, parce que vous êtes les sachants, ce combat pour une maladie qui nous touche beaucoup, trop fortement. Vous accepterez mes excuses, puisqu'il y a la cérémonie officielle de la fête des abîmes où je suis élu et qui a déjà commencé, donc je m'y rendrai. Félicitations encore, Eliane, et merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, monsieur le député. Il y a le monsieur Doctrov, Jean-Qui, qui souhaitait nous dire, juste avant d'entendre sa collaboratrice, quelques mots concernant l'outil qui a été mis en œuvre. Bien, écoutez, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce serait pour saluer l'intervention du professeur Blanchet sur les sujets qui concordent parfaitement avec nos missions au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale. Je peux vous dire que, en ma qualité de président du conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale, mais aussi président de la commission régionale d'accidents de travail et de maladies professionnelles depuis des années, où je me suis battu pour avoir un centre de consultation. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les CCPP, le centre de consultation de pathologie professionnelle. Et je peux vous dire, aujourd'hui, on doit applaudir cette démarche. Aujourd'hui, le CHU de la Guadeloupe sera doté par ces consultations de pathologie professionnelle. Je dirais bravo. En tout cas, merci pour ceux et celles qui se sont engagés pour finaliser et pour apporter à la Guadeloupe un outil pour que les Guadeloupéens puissent en tirer profit. Deuxième chose que je voulais dire, n'hésitez pas, puisque nous avons
de la sous-déclaration concernant le fonds d'indemnisation au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale. Mesdames et messieurs, entamez cette démarche, n'ayez pas peur. Allez voir votre médecin, entamez cette démarche, puisqu'il nous manque des dossiers au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale. Merci. Merci beaucoup. Madame Vautier, s'il vous plaît, s'agissant de la désinsertion professionnelle et l'action de la CGSS. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais juste compléter les propos du professeur Blanchet pour vous dire que l'association Phyto-Victimes sera bientôt installée en Guadeloupe à compter de la mi-janvier. Donc, ils seront dans les locaux du centre du CIST, donc du Centre international de santé au travail sur Jarry. Il y aura une communication qui sera faite par rapport à cela et nous n'aurons plus ce problème de décalage horaire pour pouvoir les solliciter. Donc, je suis Madame Vautier, je suis la responsable du service social de la Caisse générale de sécurité sociale pour le régime général. Je viens vous parler d'une action, d'une mission de la Caisse générale de sécurité sociale qui est moins connue, puisqu'effectivement, on nous connaît en matière de soins, de prévention aussi, mais nous intervenons aussi dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et pour une fois, je vais avoir deux casquettes. Je vais présenter à la fois pour le service social du régime général, mais aussi pour le régime agricole, puisque tout à l'heure, nous avons évoqué le fait que les agriculteurs sont aussi concernés. Alors, je vais voir si je me débrouille bien côté technique. C'est bon ? Mais... Alors, donc, comme je vous disais, nous avons deux services sociaux. Celui du régime général qui dépend d'une direction qu'on appelle la direction de l'accompagnement et de la prévention, et le régime agricole qui dépend de la direction de la MSA, donc la mutualité sociale agricole, mais nous sommes tous à l'intérieur de la Caisse générale de sécurité sociale. Nous avons donc deux équipes différentes, une équipe de 12 assistantes de service social pour le régime général, avec un public et des missions particulières. Et au niveau du régime agricole, pour l'instant, nous avons une assistante de service social qui a aussi un public et des missions différentes. Mais nous nous rejoignons, puisque au niveau de nos activités, l'objectif, c'est l'accompagnement individuel et collectif de nos assurés. Et nous avons des partenaires internes et externes en commun. Alors, comment ça se traduit ? Quand on rencontre l'assistante sociale de la Caisse générale de sécurité sociale, il y a d'abord un accompagnement individuel personnalisé. Et là, j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est personnalisé, rien n'est plaqué. Il y a une écoute, des informations sur les droits potentiels et les aides mobilisables. Il y a une recherche de solutions adaptées et personnalisées et des orientations adaptées. À cet accompagnement individuel personnalisé peut se coupler aussi un accompagnement collectif de partage d'expériences pour avoir libéré la parole, comme on dit, et aussi des ateliers dits de remobilisation. Nous donnons aussi des conseils sur l'organisation de la vie quotidienne en lien avec les conséquences de la pathologie. Et nous menons des actions en étroite collaboration avec des partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure, internes et externes. Alors, nous avons donc plusieurs missions, mais l'une d'entre elles s'appelle « Prévenir la désinsertion professionnelle ». Je commence par le régime général. Alors, nous avons tenu à vous mettre cette définition à l'écran, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il s'agit pour nous d'accompagner les assurés salariés en arrêt de travail, qui ont un contrat de travail en cours, et aussi les travailleurs indépendants en arrêt de travail ou non, parce qu'il faut savoir qu'un travailleur indépendant ne s'arrête pas systématiquement quand il est malade, mais il y a quand même une problématique de santé, et dont l'état de santé va compromettre leur reprise d'activité. Il s'agit pour eux de bénéficier d'un accompagnement coordonné en vue de définir et de mettre en œuvre un projet de maintien en emploi et dans l'emploi qui tiennent compte toujours de leur capacité à faire et aussi leur motivation
pour prévenir le risque d'une désinsertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Quand on est salarié, voilà, donc on peut avoir plusieurs mesures de remobilisation. Donc ça peut être du temps partiel thérapeutique, ça peut être un changement de poste, ça peut être l'aménagement du poste de travail, une visite de pré-reprise, ça peut être aussi de la formation continue ou de la réorientation professionnelle, ça peut être un bilan de compétences ou encore un essai encadré ou un contrat de rééducation professionnelle. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en vous disant ce sont vraiment des solutions qui sont adaptées à l'assuré, aux conséquences de la pathologie. Donc plusieurs mesures existent. Au niveau du régime agricole, il s'agit là, le public concerné, ce sont les chefs d'exploitation, effectivement, pour qu'ils puissent bénéficier là aussi d'un accompagnement coordonné en vue de détecter et de signaler, de façon précoce les situations à risque. Voilà, de leur permettre de maintenir effectivement, de rester dans leur emploi, même si ce sont les chefs d'exploitation, et aussi de mettre en place des actions, mais vraiment ciblées au niveau du régime agricole. Alors, nous ne travaillons pas seuls, même si nous sommes très nombreuses, nous avons des partenaires internes et des partenaires externes. Au niveau des partenaires internes, on retrouve le service médical, bien sûr, l'assurance maladie et la MSA pour la partie administrative. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs actions sociales au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale pour la maladie, pour les travailleurs indépendants et pour le régime agricole. Au niveau des partenaires externes, nous retrouvons les services de santé au travail, le CIST et le CSTG, et bien sûr tous les différents organismes institutionnels, que ce soit la Maison départementale des personnes handicapées, le Pôle emploi, Cap emploi, l'AGFIP et aussi les organismes de formation spécialisés qui sont en charge des différents dispositifs. Aussi bien que nous accompagnons l'assuré, nous ne mettons pas tout en œuvre. Nous avons vraiment besoin de cette coordination puisque chacun apporte à l'assuré une partie de son avenir. Nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Voilà. Donc, il fallait que je sois brève. Je vous communique nos coordonnées pour à la fois joindre le service social du régime général. Donc, vous avez notre adresse mail et nos coordonnées téléphoniques. Et pour la MSA aussi, vous avez toutes leurs parties. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gauthier. Merci pour ces explications. S'agissant des dispositifs d'accompagnement, on l'a vu, effectivement, il y a des dispositifs qui sont clairs et fléchés pour les personnes qui sont des collaborateurs salariés de longue durée. Maintenant, on connaît notre territoire avec la précarité professionnelle. La question un peu piège que j'ai envie de vous poser, mais je ne sais pas s'il existe aujourd'hui un dispositif spécifique pour accompagner ces personnes qui sont déjà en fragilité sociale, en précarité professionnelle. La question qui est quid du dispositif d'accompagnement spécifique pour ces populations. Voilà. Alors, effectivement, c'est vrai que notre action est très ciblée pour les salariés, mais nous prenons en compte aussi les personnes qui n'ont pas forcément une activité salariée déclarée. Tout à l'heure, on parlait des aides familiaux dans le cadre de tout ce qui concerne le régime agricole. Écoutez, même si nous nous arrêtons à ce niveau-là, nous avons d'autres partenaires qui font un formidable travail, que ce soit le Pôle emploi et la Maison départementale des personnes handicapées. Pourquoi? Parce que justement ce travail de reclassement professionnel et de recherche de solutions adaptées aux conséquences de la pathologie, ces organismes-là font aussi ce travail de parcours privilégié et adapté par rapport à la situation de chacun. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors effectivement, je ne sais pas si ça va répondre à l'ensemble des questions qui sont posées, mais je pense que M. Porot-Bertrand va essayer de nous éclairer peut-être un petit peu davantage, n'est-ce pas? Alors effectivement, cette thématique, c'est la démocratie professionnelle. Oui. Oui.
oui, non, mais écoute, on a décidé que maintenant tu l'étais. Merci, c'est gentil. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par remercier du coup, le CEMAC et ses partenaires pour m'avoir convié. Merci Hélène, merci Laurent, merci Luc de m'avoir convié à ce bel événement. Merci également aux institutions qui accompagnent le CEMAC, notamment la région Guadeloupe, le département, la CGSS, etc. et l'ensemble des autres partenaires. Donc, depuis ce matin, en fait, je répondrai peut-être à la question après. Voilà. Depuis ce matin, en fait, on entend qu'il faut construire ensemble, qu'il y a vraiment un accent à mettre sur le dépistage, sur la prévention, etc., etc. L'idée de cette présentation, c'est d'aller un petit peu plus loin sur cette question du comment construire ensemble. C'est ce qu'on appelle simplement de la démocratie en santé. La démocratie en santé qui a fêté ses 20 ans il n'y a pas très longtemps, cette année, puisque c'est date de la loi Kouchner, date de 2002-2003, mais c'est un combat qui existe depuis 1989. Et malgré tout, c'est encore très difficile aujourd'hui de faire de la démocratie en santé. Alors pour me présenter, je suis Bertrand Porot, je suis chercheur au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est un centre unicancer à Angers et Nantes, je suis chercheur en SHS. Et puis je suis aussi responsable du réseau Sciences Humaines et Sociales du Cancéropole Grand Ouest. Donc en fait, je coordonne les sciences humaines et sociales sur 3 grandes régions de France, notamment dans le champ de l'oncologie. Et donc, dans nos axes de travail, on a effectivement des questions sur la qualité de vie, l'emploi, etc., mais aussi sur la démocratie en santé, vraiment comment la rendre réelle sur le terrain et comment travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de pas automatiquement parler de cancer de la prostate, mais on va parler de cancer en général, ce qui peut être aussi intéressant sur ces aspects. Alors, depuis ce matin, je ne vais pas reprendre la notion de facteur de risque, qui a été vue, revue, etc., etc. Je vais juste vous dire qu'effectivement, des fois, quand on a des patients qui arrivent et qui ont un cancer, ils viennent d'apprendre leur cancer, souvent la première... C'est bon, merci. Souvent la première question, parce que ma formation initiale, c'est quand même d'être psychologue avant d'être chercheur, c'est finalement d'avoir un patient qui me dit « mais pourquoi moi ?» La faute à qui? Vous voyez? Est-ce que c'est à cause de ci? Ou est-ce que c'est de ma faute parce que j'ai trop fumé, parce que j'ai pas assez fait de sport, etc., etc. En fait, malheureusement, cette question, elle restera toujours sans réponse. Parce qu'on ne peut pas donner la faute à quelqu'un ou à un comportement, et on peut encore moins adjuger cette faute au patient. Pourquoi? Parce que ce serait le culpabiliser. Et on sait que lorsqu'on culpabilise un patient, qu'est-ce qu'on crée plus tard? Une symptomatologie anxio-dépressive, etc., etc. Donc on ne va surtout pas culpabiliser. Par contre, ce qu'on va expliquer, c'est qu'il y a une espèce d'effet cocktail qui se passe. Il y a un effet cocktail avec des facteurs qui sont environnementaux et puis des facteurs comportementaux qui vont finalement en fait être sujets à un moment donné de la survenue d'une maladie qui s'appelle le cancer de la prostate, du sein, etc., etc., etc. Cet effet cocktail, c'est ce qu'on appelle l'exposome. Voilà. Et l'exposome, il est à la fois environnemental et sociétal. Alors moi, je ne vais pas trop m'intéresser à l'environnemental parce que je pense que Luc vous a fait une très belle présentation là-dessus ce matin. Je vais plutôt m'intéresser à la partie sociétale et notamment aux comportements de santé. Pourquoi les comportements de santé? Parce que 4 cancers sur 10 peuvent être évités lorsque l'on accepte de modifier nos comportements de santé et d'avoir des comportements de santé sains. Premier facteur, le tabac. Voilà, premier facteur de risque, le tabac. Voilà. Alors, attention, c'est pas parce qu'on fume qu'on va avoir un cancer. Par contre, en fumant, on augmente nos chances d'avoir peut-être un jour un cancer. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.